Allez-y, à vous. Eh bien, je suis heureux d'accueillir donc Benoît Romain, maître de conférence à Strasbourg, au CHU, et qui a été un de nos co-rapporteurs pour ce rapport 2019 de l'AFC, donc il va vous présenter les grandes lignes. Merci beaucoup, Benoît. Bonjour, merci messieurs les présidents, chers maîtres. Donc, je vous remercie de nous permettre de présenter les résultats de la série qu'on a réalisée au sein du rapport de l'AFC qui a été présenté en mai 2019 lors du congrès. Alors tout d'abord, il y a vraiment peu d'études avec des résultats prospectifs à long terme après une cure d'éventration, et il y a quelques registres, dont le registre danois qui a une durée de suivi de 21 mois seulement, qui montre qu'il y a 21% de récidive après une laparotomie et 16% de récidive après laparoscopie, ce que vous a montré tout à l'heure Johan Renard. Et donc finalement les récidives, elles apparaissent pas lors de la première année, puisqu'il y a 35% des récidives à 1 an, ni lors de la deuxième année, puisqu'il y a 56%. Donc il faut suivre les patients sur un plus long terme pour détecter toutes les récidives d'éventration. Alors, la problématique que l'on voulait étudier, c'était d'étudier le taux de récidive après cure d'éventration à 1 et 2 ans de suivi, et d'étudier aussi les facteurs de risque de récidive. Alors pour cela, on a fait un recueil prospectif des cures d'éventration pendant 6 mois. Donc c'était une étude multicentrique internationale qui comprenait donc des centres français essentiellement, tunisiens, belges, suisses, algériens et marocains, avec un suivi de 2 ans. Donc il y avait à peu près 105 chirurgiens et 63 établissements qui ont participé à cette étude. Alors 1300 patients ont été inclus dans cette série, 1145 patients ont été étudiés pour l'analyse descriptive, et donc on avait à peu près 950 patients analysés à 1 an et environ 700 patients à 2 ans. Alors, quelle était la caractéristique de la population ? Eh bien, c'était essentiellement des patients qui étaient en surpoids ou des patients obèses, pour 77%. Il y avait 68% des patients qui n'avaient pas d'activité sportive, 49% qui avaient déjà eu un antécédent d'éventration, et c'était des patients qui, pour le quart de la population, avaient déjà des lourdes comorbidités, donc, puisque 24% des patients étaient ASA3. Alors, quelles étaient les caractéristiques des éventrations traitées ? Eh bien, il y avait 85% d'éventrations médianes. Plus de 70% des patients avaient une éventration qui était symptomatique. C'était des éventrations qui étaient de taille quand même considérable, puisque la dimension médiane était de l'ordre de 5 cm. Il y avait 8% d'éventrations géantes. 14% des patients avaient eu un geste associé, par exemple un geste gastro-intestinal. 5% des patients avaient été opérés en urgence, et donc la chirurgie qui avait été responsable de l'éventration datait en moyenne de 24 mois. Alors, quelles étaient les techniques utilisées ? Eh bien, dans la série, 13% des patients avaient été opérés par célioscopie et 87% avaient été opérés par voie ouverte. Et en analyse multivariée, plus l'éventration est grande, plus il y a des chances qu'elle soit réparée par voie ouverte. Ce qui semble relativement logique. Alors, quelles étaient les techniques utilisées et quelles étaient les positions du filet prothétique ? Eh bien, la voie rétromusculaire était largement utilisée dans 52% des cas. Suivait de près la position intrapéritonéale pour 46% des cas. Il y avait 11% des patients qui avaient eu une raphie simple, 2% des patients qui avaient eu une prothèse sous-cutanée et 1% des patients qui avaient eu une prothèse mise en pont, donc en utilisant la technique du bridging. Alors, ensuite, on a étudié le taux de complications. Donc, le taux de complications a été étudié selon la classification de Dito-Clavien. Et donc, les complications graves, c'était les complications qui étaient supérieures au stade 3A. Et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait quand même peu de complications, puisque 5% seulement de complications graves avaient été recensées. Alors, à 1 an,
à partir donc des 1145 patients qui avaient été inclus initialement. 950 patients avaient été suivis à 1 an et 73% avaient eu un scanner, puisque à 1 an, c'était un suivi clinique avec un suivi radiologique de type scanner. Et donc, il y avait 18% des patients qui avaient une récidive au scanner. Alors, quels étaient les facteurs de risque de récidive à 1 an? En analyse bivariée, eh bien, logiquement, on retrouvait l'obésité, le score ASA, la localisation latérale de l'éventration, la présence d'un geste digestif associé, l'absence d'utilisation de prothèse et la présence d'une complication au niveau du site opératoire. Il faut remarquer que la position de la prothèse, donc intrapéritonéale, rétromusculaire, était proche de la significativité, mais non significative. Alors, en analyse multivariée, les facteurs de risque de récidive à 1 an, c'était les antécédents herniaires avec un odds ratio à 1,58, la présence d'un geste associé lors de l'intervention avec un odds ratio de 1,8, la présence d'une complication au niveau du site opératoire avec un odds ratio de 2,2 et l'utilisation d'une prothèse était un facteur protecteur du risque d'éventration avec un odds ratio à 0,12. À 1 an, ni la voie d'abord ni la position de la prothèse n'avaient un effet significatif sur le risque de récidive à 1 an. Alors à 2 ans, 756 patients ont été suivis. Là, c'était seulement un examen clinique, on ne faisait plus de scanner. Et on note 28% de récidive, donc ce qui est un taux extrêmement important, 28% de récidive, avec comme facteur de risque de récidive en analyse bivariée les mêmes facteurs de risque que l'on retrouvait à 1 an, sauf les complications post-opératoires. Et on retrouvait le tabagisme et le caractère récidivant de l'éventration. Là aussi, la position de la prothèse était proche de la significativité, mais elle n'était pas significative. Alors en analyse multivariée, les facteurs de risque de récidive à 2 ans étaient les éventrations latérales, les éventrations récidivantes, la présence d'un geste associé lors de l'intervention, la présence d'une complication au niveau du site opératoire, et là aussi l'utilisation d'une prothèse était un facteur protecteur. Donc ni la voie d'abord ni la position de la prothèse n'avaient un effet significatif sur le risque de récidive à 2 ans. Alors en conclusion, bien effectivement, on s'aperçoit que finalement le risque de récidive d'éventration après une première laparotomie, le risque d'éventration après une laparotomie est de 10 à 20%, en sachant que c'est une cure, que les cures d'éventration sont fréquentes. Vous avez vu qu'aux États-Unis c'était 300 000, en France c'est 45 000 par an, que tout commence par la prévention, et donc on a vu tout à l'heure l'importance de la prévention de l'éventration et notamment de l'étude Stitch, et que tous les chirurgiens sont concernés, surtout les chirurgiens viscéraux, puisque 50% des éventrations apparaissent après une laparotomie, après un geste gastro-intestinal. Alors, quelle est la position à privilégier? A priori, dans notre série, en tout cas, la voie rétromusculaire a été privilégiée, et on s'aperçoit que de plus en plus, il y a une désaffection pour la position intrapéritonéale, notamment actuellement avec l'utilisation de la voie robotique. Et il y a aussi des techniques ressources qui vont permettre d'éviter le bridging, et donc des techniques qui sont à enseigner, comme la technique de Ramirez, le TAR ou l'utilisation de toxines botuliques. Et enfin, on montre bien dans cette étude que finalement le risque de récidive après une cure d'éventration, il est très important, puisque c'est 18% à 1 an, 28% à 2 ans, et que si on cherche bien l'éventration, finalement on la trouve. Il faut vraiment tout mettre en œuvre pour maîtriser les facteurs de risque que l'on a vus précédemment. Je vais le répéter, c'est le score, c'est les patients avec de lourdes comorbidités, la réalisation d'un geste digestif associé, l'utilisation d'une RAFI simple, la présence d'une complication du site opératoire, les éventrations qui sont localisées latéralement, l'obésité, le tabagisme, la récidive, et que finalement pour les éventrations complexes, en fonction de la taille de l'éventration, du terrain ou d'une éventration en milieu contaminé, il faut savoir adresser les patients dans des centres spécialisés. Voilà, je vous remercie. S'il y a des commentaires ou des questions, docteur Solaire. Oui, je vais te demander... Les micros.
Ayez la gentillesse de parler dans le micro parce que c'est enregistré. Merci. Je voulais te demander, tu as parlé d'absence de significativité concernant la position de la prothèse. Tu l'as dit à 2 reprises. Dans quel sens allait malgré tout le curseur, même si le P était légèrement supérieur à 0,05 ? Je peux vraiment pas vous dire, mais je pense que c'était en rétromusculaire. Oui. En faveur. En faveur du rétromusculaire. Merci. Jean-Luc Bouillot. Allez-y. Oui, Jean-Luc Bouillot, je vous félicite pour cette étude prospective là qui j'ai trouvé moi très intéressante, notamment du fait du contrôle par scanner à 2 ans et non pas seulement en se fiant à l'examen clinique. Et nous, ça nous a bien intéressé d'y participer. Je voulais faire 2 remarques sur vos résultats et je trouve qu'il manque 2 choses dans les résultats. D'une part, vous ne parlez pas du tout de la taille des éventrations comme facteur de risque. Or, toutes les études ont montré que la taille du défect latéral entraînait des taux variables de récidive. Et donc, je suis surpris que ça n'apparaisse pas. Est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas les données ou est-ce que c'est parce que ça n'est pas apparu ? Deuxième, le défect latéral, je ne parle pas du défect longitudinal qui n'a pas beaucoup d'importance. Et le deuxième élément, mais qui est vraiment difficile à montrer, c'est comme tous les actes chirurgicaux, ils sont faits de façon différente selon les individus, les chirurgiens. Et je crois que la chirurgie des éventrations, c'est que des petits détails qui, pris l'un et l'autre, ne sont pas importants, mais tous ensemble sont importants. Et quand on dit qu'on met une prothèse rétromusculaire, moi je suis toujours surpris quand je vois les internes et chefs qui viennent travailler avec nous, ils croient savoir faire la prothèse rétromusculaire et ils ne la font pas bien. Et donc ça explique de temps en temps qu'on n'ait pas les bons résultats qu'on pense trouver. Et quand on trouve 30% de récidive d'éventration, moi je me dis ça va pas, l'enseignement de la chirurgie n'est pas bien fait. Et il est dommage que, peut-être les chiffres ne sont pas possibles, de voir que par centre, les résultats ne sont pas tous à 30%. Oui, alors vous avez tout à fait raison. Vous avez 2 questions à répondre. Donc la première question, allez-y. La première question, en ce qui concerne la taille, on avait les données, mais finalement, ça n'était pas ressorti statistiquement. Et la deuxième question, on a étudié un effet centre, mais il n'y avait pas d'effet centre. Mais vous avez tout à fait raison. Oui. Je pense qu'il y a cure d'éventration et cure d'éventration. Oui. Attendez, votre modérateur désire compléter votre réponse, non ? Allez-y. J'ai insisté sur le fait qu'il n'y avait pas seulement pas d'effet centre, mais il n'y avait pas d'effet régional non plus. C'est-à-dire quand on a comparé, par exemple, dans les différentes régions de France, en assumant que les centres satellites d'un CHU devaient pratiquer la même chose que leur avait appris leur maître, eh bien on n'a pas non plus de différence régionale d'une région à l'autre en fonction des écoles, ni quand on a pris séparément, par exemple, les pays du Maghreb, la Suisse, la Belgique, etc. Toujours pas de différence. Vous vouliez, ça vous laisse perplexe, mon cher collègue. Moi, ça me laisse tout à fait perplexe. Non, attendez, on va vous redonner un micro. Non, mais c'est la discussion, c'est ça qui est intéressant. Ça me laisse plus que perplexe et j'aurais voulu finalement avoir les résultats par centre, que vous redonniez les résultats par centre individuellement, sans les diffuser. Je ne demande pas à ce qu'ils soient diffusés, parce que je suis vraiment surpris d'avoir, sur les 80 malades qu'on a rentrés dans cette étude, 30% de récidive. Et donc je voudrais vraiment qu'on puisse obtenir ces résultats par centre. J'avais déjà demandé, mais bon, je réinsiste pour les avoir. Voilà. Alors, attendez, non, mais c'est une discussion intéressante. Les résultats, vous les avez, puisque c'est vous qui les avez fournis. Oui, mais j'aimerais bien avoir. Non, mais écoutez, tout ce que je peux dire il y a parfois comme ça, justement, c'est l'intérêt des communications scientifiques. Notre collègue a présenté avec des P, des odds ratio, enfin, je veux dire, même moi qui suis de l'ancienne génération, mais je passais un DESS de statistique médicale il y a déjà bien longtemps, et je trouve que c'est tout à fait remarquable. Alors, il traduit simplement ce qu'il a constaté et il faut l'en féliciter. Mon cher collègue. Oui, j'ai trouvé très intéressant votre présentation. Néanmoins, je voudrais revenir à la physiologie de la paroi abdominale qui procède de la respiration. Dans les causes, vous y revenez indirectement à travers le tabac.
Et pourquoi ne pas aller plus loin en matière de prévention et d'analyser par exemple la VEMS, si c'est possible, en dehors des cas de laparotomie d'urgence, la VEMS qui permettrait d'analyser les capacités respiratoires du patient et par là réaliser une kinésithérapie respiratoire préopératoire qui améliore bien souvent les suites opératoires immédiates dans lesquelles il y a des hyperpressions abdominales induites par le défaut de curarisation ou autre, le ballonnement, le météorisme post-opératoire, etc. Donc c'est une suggestion que je vous fais, l'analyse et le suivi de la VEMS des patients en préopératoire. Alors en ce qui concerne, je me permets là de me mêler, mais de ce qui me regarde, parce que je me tourne vers les orthopédistes, vers Henri Judet, vers Jean aussi, parce que le problème du tabac, c'est essentiellement l'ischémie musculaire. Hein, d'accord. Alors maintenant pour la VEMS, alors je me tourne vers vous, est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça peut... En tout cas, on pratique la réhabilitation améliorée après chirurgie, notamment avec les éventrations aussi, et ça consiste à arrêter le tabac 6 semaines avant l'intervention. Donc, tous les patients, normalement, doivent arrêter le tabac 6 semaines avant l'intervention, même avant une cure d'éventration, dans le cadre de la politique des ERAS, la RAC. Ce sont des protocoles qu'on connaît, mais là je vais prendre la défense, si je peux dire, de notre collègue vis-à-vis de cette VEMS. Quelle est votre position? N'ayez pas peur. Hein, non, la VEMS, je ne peux pas me prononcer, on l'a jamais calculé, en tout cas pour ma part. D'accord. Vous voulez compléter, parce que c'est une bonne discussion. Simplement, quand on parle du tabac comme facteur de risque et de récidive et d'infection du site opératoire, et que ce sont deux éléments fortement liés, puisqu'on a vu que les complications du site opératoire sont elles-mêmes des facteurs de risque de récidive, l'effet du tabac, je pense que plus que sur son effet sur la fonction respiratoire en soi, il est sur l'hypoxie tissulaire qu'il induit et par ce biais le risque augmenté d'infection. Donc sans rejeter on va dire l'effort respiratoire, j'ai l'impression que le mécanisme physiopathologique serait plus hypoxie tissulaire que effort respiratoire. Merci. Y a-t-il d'autres questions? En tous les cas, monsieur, merci pour cette excellente communication. Bravo. Merci. Comme votre prédécesseur Johan, alors vous êtes tous les deux MCU, je me permets de vous féliciter et puisqu'on est ici entre nous, je vais vous faire une petite conférence, non pas conférence, je vous rassure tout de suite, mais confidence. Dans ma carrière hospitalo-universitaire, j'ai été le dernier, ce qu'on appelle chef de travaux, et j'étais l'un des premiers MCU dans le nouveau statut, c'était à la fin de l'année 86, c'est-à-dire une époque où vous n'étiez pas né. Donc vous voyez, je suis devenu professeur, vous êtes MCU, je suis gentil, là, vous voyez, aujourd'hui. Et donc, tous mes voeux pour votre carrière hospitalo-universitaire. Je vous rappelle néanmoins, comme je l'ai fait pour Johan, à Benoît, que vous devez envoyer un e-mémoire. Alors, c'est Michel, le responsable chez nous, parce que ce serait tellement dommage que... Alors, ça n'obère en rien toutes les publications que vous pouvez faire par ailleurs. Il y a une DOI, mais vous pouvez la réutiliser. Donc, je compte sur vous. Oui ? Oui ? Oui, ils ont répondu oui, c'est parfait. Je vous laisse la parole. Merci.